Cela s'est passé lorsque je grandissais à la fin des années 90. Ma famille vivait dans la banlieue et il y avait beaucoup de forêts autour. Les week-ends, j'avais l'habitude d'explorer certains des sentiers et des ruisseaux. Je n'étais pas le garçon le plus populaire à l'école à l'époque. Il y avait quelques gars à mon lycée avec qui j'étais un peu ami, mais il semblait que je n'étais pas vraiment membre de leur groupe. L'un de ces gars était Marc. Il était plus grand que nous et je pense qu'il aurait pu être un an au-dessus du reste d'entre nous. Il aurait peut-être redoublé car il n'était pas non plus le plus intelligent. Il était au moins 15 cm plus grand que nous, avec des cheveux bruns en bataille. Il était aussi un peu en surpoids, mais fort. Un vendredi après-midi à la fin d'octobre, j'étais sur le point de rentrer chez moi après l'école. J'étais sur le trottoir qui menait au parking quand Marc s'est approché de moi. Il m'a dit qu'un des gars avait trouvé une vieille maison abandonnée dans la forêt et qu'ils allaient tous la vérifier ce soir. Il m'a invité à venir. J'étais assez excité qu'ils aient décidé de m'inclure, car ils me laissaient généralement de côté dans ces choses-là. J'ai essayé de paraître détendu et j'ai dit à Marc que j'étais partant. Il m'a dit de nous retrouver à 8 heures du soir, au coin des rues Main et Popper dans notre village, un endroit près de la forêt. Après le dîner, j'ai dit à ma mère que je sortais avec quelques amis, mais je ne lui ai pas donné plus de détails. C'était courant à l'époque, mes parents me laissaient vraiment aller n'importe où sans beaucoup d'informations. Je marchais dans la rue en me sentant excité. J'avais mon sac à dos qui contenait une lampe de poche, un sweatshirt supplémentaire et quelques bières que j'avais volées à mon père. Je suis arrivé en avance, mais quand je suis arrivé sur place, j'ai pu voir que Marc était déjà là à attendre. « Hé, où sont les autres ?» ai-je demandé. « Ils seront là, allons-y », dit-il. J'étais un peu confus, mais j'ai suivi son leadership. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt et dès que nous l'avons fait, il a fait très sombre. Le soleil était presque couché et il n'y avait pas de lune. De plus, les arbres étaient assez denses pour que la lumière de la lune n'aide presque pas. Quoi qu'il en soit, je ne comprenais pas pourquoi nous ne pouvions pas attendre les autres. Tout le monde vivait assez près, alors je ne savais pas quelle était la précipitation. Pourtant, j'étais heureux d'être là, et j'espérais leur montrer à quel point j'étais cool d'avoir de la bière. Alors que nous marchions, je tenais ma lampe de poche pendant que Marc portait un machette. Ce n'était certainement pas nécessaire pour ces bois, mais de temps en temps, il coupait des broussailles avec. Au fur et à mesure que le soleil disparaissait, la température baissait, alors j'ai mis mon sweatshirt supplémentaire. Nous avons marché pendant environ 30 minutes, et nous n'avons à peine dit un mot, pour être honnête. Marc était probablement le gars avec qui je m'entendais le moins, alors c'était étrange qu'il décide de m'inviter. Mais tout le monde était censé être là, alors j'ai pensé que ça n'avait pas vraiment d'importance. Nous avons continué, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque maison abandonnée. Plus nous nous enfoncions dans la forêt, plus je me sentais mal à l'aise. Ce n'était pas seulement que nous étions perdus, ce que nous étions clairement, mais quelque chose dans la situation n'allait pas. J'ai demandé à Marc combien de temps nous étions encore et j'ai suggéré que peut-être nous devrions faire demi-tour. Il a rejeté mes préoccupations en insistant sur le fait que nous étions proches, mais à mesure que nous avancions, il devenait indéniable que nous errions sans but. Puis nous sommes entrés dans une clairière dans la forêt. Le sentier était à peine visible, mais nos lampes étaient brillantes. Il y avait un petit feu de camp qui semblait avoir été utilisé récemment. Il y avait aussi beaucoup de canettes de bière vides, ainsi que des déchets. Marc a cessé de marcher et s'est retourné vers moi, mais n'a rien dit. « C'est tout ça ?» murmurai-je. Il n'a pas répondu, mais a gardé le contact visuel. La lame de sa machette captait la lumière de ma lampe de poche, ce qui me rappelait que je l'avais. À ce stade, il faisait complètement sombre, et nos lampes de poche étaient tout, ce qui nous empêchait d'être plongés dans l'obscurité totale. Je me sentais effrayé à ce moment-là et j'ai commencé à me demander s'il y avait vraiment une maison abandonnée. Après une minute extrêmement inconfortable, Marc s'est soudainement retourné vers moi. Il s'est précipité vers moi et m'a renversé au sol. En quelques secondes, il m'avait coincé, le machette appuyait sur ma gorge. Il a laissé tomber sa lampe de poche par terre et elle était à côté de moi. Tout s'est passé si vite que je ne savais presque pas ceux qui m'avaient frappé. Je me souviens de lui avoir supplié de me lâcher, mais je ne peux pas me rappeler les mots exacts. Juste au moment où il allait me frapper, j'ai éteint ma lampe de poche et j'ai atteint et éteint la sienne aussi. À ce moment-là, nous ne pouvions rien voir. Il faisait complètement sombre. Il était toujours sur moi, mais la perte soudaine de lumière l'a probablement désorienté,
et j'ai pu me tordre pour m'échapper. Marc respirait lourdement, donc je savais où il était. L'obscurité était désorientante, mais je n'ai pas osé allumer ma lumière avant de savoir que je pouvais m'éloigner de lui. Marc m'avait attiré là pour me tuer. Je n'en doute pas. J'ai marché dans une direction essentiellement au hasard dans l'obscurité totale. Marc a commencé à me crier dessus comme un animal. J'ai regardé en arrière, mais je n'ai rien pu voir. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne devait pas avoir retrouvé sa lampe de poche après notre bagarre, sinon il l'aurait allumée et serait venu me chercher. Je savais que j'étais piégé là-bas, sans lumière. Il n'y avait aucun moyen pour lui de retrouver son chemin de retour. J'ai continué à marcher dans l'obscurité. Tout. Ce que j'essayais de faire était de m'éloigner de Marc. Finalement, ses cris sont devenus plus faibles, et je me suis senti assez en sécurité pour allumer ma lampe de poche. Étonnamment, je n'étais pas loin d'un sentier. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'orienter et commencer à marcher dans la bonne direction. Cela m'a pris plus d'1 heure, mais j'ai finalement atteint la rue. À ce moment-là, j'étais assez secoué. C'est alors que j'ai remarqué que je m'étais uriné dessus. Au lieu de rentrer directement chez moi, je suis allé dans un parc local et j'ai bu les 2 bières qui étaient dans mon sac à dos. Ensuite, je me suis juste assis et j'ai attendu. À minuit, j'ai finalement décidé de rentrer chez moi. En marchant sur le trottoir, il a commencé à pleuvoir. Quand je suis arrivé chez moi, il pleuvait à verse et il faisait froid. J'étais heureux d'entrer. Dès que je suis entré chez moi, j'ai ressenti un soulagement que ma famille semble déjà être au lit. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça, et je ne voulais parler à personne. Je suis monté l'escalier en silence, et je me suis effondré sur mon lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête énorme et peut-être une légère gueule de bois des bières. Cela ressemblait à un cauchemar, mais je savais que c'était vrai. J'avais des égratignures sur les bras pour le prouver. En descendant sur le sol mouillé, j'ai finalement réalisé que Marc aurait peut-être été là toute la nuit sous la pluie froide. Je savais qu'il n'avait pas de lumière, mais je pensais peut-être qu'il aurait quand même pu retrouver son chemin de retour. J'avais trop peur de me mettre en difficulté, alors je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Quand le lundi est arrivé, tout le monde dans notre village savait que Marc était disparu et je n'ai rien dit sur ce qui s'était passé entre nous. Je savais qu'il n'avait rien dit à personne non plus, alors je devais être hors de problème. Ce n'est que le printemps suivant que son corps a finalement été découvert. Il n'était pas loin de ce camp où il m'avait attaqué. La mort a été considérée comme un accident et personne n'a soupçonné que j'avais quelque chose à voir avec ça. Pour être honnête, j'ai eu du mal avec une certaine culpabilité pendant plusieurs années après que cela se soit produit, mais depuis lors, je l'ai accepté. J'étais tellement choqué par ce qui s'était passé que je n'ai vraiment jamais pensé à demander de l'aide jusqu'à ce qu'il soit probablement trop tard de toute façon. Même après ce qu'il m'a fait, je n'ai jamais souhaité cela pour lui. Peut-être que je dois quelque chose à la famille de Marc pour qu'il sache ce qui lui est vraiment arrivé, mais d'une manière qui pourrait causer encore plus de douleur compte tenu de ce qu'il a fait. J'ai 25 ans et bien que ces événements se soient produits il y a 11 ans, je m'en souviens toujours clairement comme si c'était hier. C'est de loin la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Quand j'avais 14 ans, ma famille a déménagé à la campagne dans une maison entourée de champs de canne à sucre. Il y avait un chemin de terre qui menait de la route principale jusqu'à l'avant de notre maison, et les côtés et l'arrière étaient entourés de cannes. Mes parents m'appelaient maniaque du fitness parce que l'exercice était ma chose. Je sortais courir avec mon chien, dont le nom était Jet, tôt le matin et tard le soir tous les jours. Comme nous venions d'emménager dans cette maison et qu'elle était entourée de cannes, j'ai dû trouver une nouvelle piste pour continuer ma routine. Notre maison avait 2 étages et la fenêtre de ma chambre donnait sur l'avant de notre maison, donc je pouvais voir la route principale. Après avoir déménagé mes affaires et m'être installé dans ma chambre, j'ai remarqué en regardant par la fenêtre qu'il y avait un chemin de terre de l'autre côté de la route principale. J'ai pensé que c'était parfait pour courir. Il était environ 17h30, l'heure habituelle à laquelle je sortais courir, alors j'ai décidé de l'explorer. Le chemin était long et étroit, à peine assez large pour qu'une voiture passe. Il y avait des rangées de cannes à sucre de chaque côté qui s'élevaient bien au-dessus de ma tête. J'avais couru pendant environ 15 minutes, et en regardant en arrière, je ne pouvais plus voir la route principale. Le chemin était droit mais tournait légèrement, me menant vers une autre maison. Je pouvais seulement voir le toit de cette maison au loin parce que la canne était très haute.
En m'approchant, j'ai remarqué un petit enfant avec un t-shirt rouge assis sur le toit. Il semblait avoir 5 ou 6 ans. Je me souviens avoir pensé, comment diable est-il arrivé là-haut? Sus parents savent-ils qu'il est là-haut? Pour que le toit soit visible au-dessus de la canne, c'était évidemment une maison à 2 étages. J'ai arrêté de courir et j'ai appelé mon chien, qui courait quelques mètres devant moi. Nous avons fait demi-tour pour rentrer à la maison. Je n'avais aucun intérêt à aller jusqu'à cette maison au cas où ce serait une propriété privée, ou peut-être qu'ils avaient aussi des chiens, et que le mien ne s'entendait pas avec d'autres animaux domestiques. Quand je suis rentré à la maison, mon père était assis sur le canapé en train de regarder la télévision. Je lui ai demandé s'il connaissait la famille qui vivait sur le chemin de terre en face. Il m'a dit que personne n'y vivait. Il doit y avoir des gens qui vivent là-bas. Je viens de voir un petit enfant assis sur le toit, lui ai-je dit. Mon père m'a regardé en fronçant les sourcils comme s'il ne me croyait pas. Non, Samy, personne ne vit là-bas. C'était autrefois une maison de travail que les agriculteurs utilisaient pour stocker leurs tracteurs et équipements de travail, expliqua mon père. J'étais tellement confuse, me demandant si j'avais imaginé l'enfant assis là-haut. Ma sœur de 12 ans sortit de la salle de bain en se séchant les cheveux avec une serviette. « Valentina, viens courir avec moi demain matin, » insistai-je. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que je dois voir si je me fais juste des idées, » dis-je. Elle accepta de venir. Le lendemain matin, j'ai emmené Valentina courir. Nous avons laissé le chien à la maison au cas où il y aurait vraiment des gens qui y vivaient. « À quoi pensais-tu » demanda-t-elle. « Hier, je suis allé courir sur ce chemin, et à la fin, il y avait une maison avec un petit enfant assis sur le toit. » lui expliquai-je. « Alors papa dit que personne ne vit là-bas et il me taquine, » dit-elle sarcastiquement. Quand nous nous sommes approchés assez près pour que le toit soit enfin visible, il n'y avait plus de petit enfant en vue. « Allons jusqu'à la maison alors, » dit Valentina, et je la suivis hésitant. Quand nous sommes arrivés près de là, il était assez clair qu'il ne pouvait pas y avoir quelqu'un qui y vivait. Pour essayer de le décrire au mieux, c'était une grande maison à 2 étages couverte de taches noires, comme si elle avait été brûlée une fois auparavant. Elle avait 3 grands trous carrés à l'avant qui étaient clairement des fenêtres d'autrefois. Les escaliers pour entrer étaient à l'arrière de la maison, et derrière ça il y avait un petit étang sombre. Elle semblait définitivement abandonnée, et comme si elle n'avait pas été utilisée depuis de nombreuses années. Mon père avait raison de dire qu'elle avait été autrefois un lieu de stockage pour les agriculteurs. Autour de la cour, il y avait des pneus usés, des tracteurs et des voitures. En toute honnêteté, tout l'endroit était vraiment effrayant. « Ce sera très étrange, mais as-tu un mauvais pressentiment de quelque chose ?» demandai-je à ma sœur. Valentina me regarda un moment avant de convenir. « Samy, est-ce que c'est le petit enfant ?» dit-elle, sa voix tremblait. Avant que je n'aie la chance de demander, Valentina pointa vers une petite pièce au rez-de-chaussée à travers un trou brisé dans la fenêtre. À travers la fenêtre, il y avait un petit enfant assis là. Nous sommes restés toutes les deux choqués pendant au moins une autre seconde avant de courir vers la route. Nous sommes rentrés à la maison et avons franchi la porte en racontant à maman et à papa ce que nous venions de voir. Papa a ri. « Je vous l'ai dit, les filles, personne ne vit là-bas. » Je commençais à être frustré. Papa, sérieusement, Valentina l'a aussi vu. Ils nous ont tous les deux ignorés simplement, et n'y ont pas accordé beaucoup d'importance étant des adolescents stupides et tout ça. Valentina et moi avons décidé de retourner à cette maison cet après-midi-là et d'emmener le chien. Quand nous sommes retournés, nous avons vérifié où nous avions vu l'enfant le matin, mais il n'était plus là. Jet devenait fou, alors nous avons détaché la laisse de son collier et il est sorti en courant derrière la maison et a monté les escaliers. Nous avons appelé, mais il ne revenait pas. Super, maintenant nous devons aller le chercher, soupirai-je. Nous avons marché à l'arrière et avons commencé à monter les escaliers lentement. Ils étaient vieux, grinçants et tremblaient à chaque pas. Valentina est arrivée en haut avant moi parce que, soyons honnêtes, elle avait très peur. J'étais seulement à mi-chemin quand Valentina a appelé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, Samy ?» appela-t-elle. « Tu dois voir ça. » Je suis entré directement par la porte d'entrée qui manquait et j'ai eu des frissons immédiatement. Je voulais sortir de là, mais Valentina appelait encore Jet et il n'était pas encore revenu. Nous avons marché dans la cuisine vers une pièce ouverte de la maison et avons trouvé Jet assis là en regardant une grande boîte en carton d'au moins 1 mètre de haut. Nous avons regardé à l'intérieur et elle était pleine à craquer de cassettes vidéo.
Tout en moi criait de sortir. Valentina m'a regardé et a tendu la main lentement pour attraper une cassette quand nous avons entendu des pas rapides et lourds venant de l'avant de la maison, exactement comme si quelqu'un courait vers nous. Nous avons toutes les deux paniqué et sommes sortis de là. Il était tard dans l'après-midi et il faisait sombre. Il a commencé à pleuvoir alors que nous courions, et en nous éloignant, nous avons regardé en arrière et avons vu la silhouette d'un homme grand debout dans l'entrebâillement de la fenêtre en nous regardant. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous étions toutes les deux en sueur et essoufflés, essayant d'expliquer à maman et papa ce que nous venions de voir. Des cassettes vidéo, c'est étrange. En avez-vous apporté une ? Demanda papa, maintenant curieux. Ma mère n'était pas aussi intéressée car elle ne croyait pas au paranormal. Alors elle a choisi de ne pas nous croire. Nous avons expliqué que lorsque Valentina a essayé d'attraper une cassette, nous avons entendu ce qui semblait être quelqu'un courant vers nous, même s'il faisait déjà sombre dehors. Mon père a suggéré que nous allions faire un tour autour de la maison et jetions un coup d'œil. Pour une raison quelconque, bien que Valentina et moi étions absolument terrifiés, nous avons quand même décidé d'y aller. Nous avons roulé lentement sur le chemin de terre. Il faisait sombre et effrayant. Tout ce que nous pouvions voir, c'était le gravier du chemin juste devant la voiture où brillaient les phares. Nous nous sommes arrêtés devant la maison en pensant que, même si c'était déjà assez effrayant pendant la journée, elle semblait sortie d'un film d'horreur la nuit. Nous nous sommes assis dans la voiture avec les phares éclairant directement la vieille maison effrayante et l'obscurité qui l'entourait. Mon père, Valentina et moi étions presque sur le point de nous évanouir. Je jure que mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. C'était le son d'un coup de feu. Il semblait avoir été tiré à seulement quelques mètres de notre voiture. Mon père a immédiatement mis la marche arrière et a tourné pour partir, quand la voiture s'est simplement arrêtée. Mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine et je criais « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Valentina était presque en larmes sur le siège passager. Je les ai regardés tous les deux, et ils ne faisaient rien d'autre que de regarder droit devant la voiture. Une chose que j'ai remarquée sur le chemin, c'est qu'il avait plu un peu plus tôt, donc il n'y avait pas de marques ou d'empreintes sur le chemin. Elles avaient été lavées par la pluie, donc nos traces de pneus étaient les seules. Puis j'ai vu quelque chose qui était assis parfaitement droit sur nos traces de pneus, une cartouche de balle. Il est sûr de dire que nous ne sommes jamais retournés dans cette maison. Il était assez évident que nous n'étions pas les bienvenus là-bas. J'ai commencé à courir sur la piste derrière notre maison, et j'ai eu une expérience beaucoup plus agréable. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses questions me taraudent l'esprit. Je me demande ce que diable pouvait être sur ces cassettes, et pourquoi il y avait une boîte entière remplie d'elles. Je me demande à qui elles appartenaient, et pourquoi elles étaient si mystérieuses. Je me demande ce que pouvaient bien contenir ces cassettes, et pourquoi il y en avait une boîte entière remplie. Je me demande à qui elles appartenaient, et pourquoi elles étaient si importantes pour être gardées dans une maison abandonnée au milieu de nulle part. Cette expérience a laissé une impression durable sur moi. Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis lors, je me souviens toujours clairement de chaque détail de ces jours-là. Le sentiment de peur et de tension que nous avons vécu reste vivace dans ma mémoire. Depuis lors, j'ai appris à faire confiance à mon intuition et à prêter attention aux signes de danger. Ce jour-là, notre instinct nous a dit de partir de cet endroit le plus rapidement possible, et je suis reconnaissante de l'avoir écouté. Bien que nous ne saurons jamais ce qu'il y avait sur ces cassettes vidéo ni qui se cachait derrière tout ce qui s'est passé, cette expérience m'a appris l'importance d'être vigilant et de prendre soin de moi-même et de mes proches. Cela s'est produit il y a presque 30 ans, quand j'étais enfant, et c'est toujours l'une des pires choses qui se soit passées dans ma ville. J'avais 12 ans et l'un de mes amis d'école a disparu, son nom était Grégoire et il était dans ma classe. Grégoire était un garçon nerd, mais tout le monde l'aimait quand même. Nous étions dans les années 90, et notre école venait d'ajouter quelques ordinateurs à la bibliothèque. Grégoire était le seul à savoir les utiliser. Il devait même aider les enseignants et la bibliothécaire. Grégoire portait des lunettes épaisses avec la classique bande au milieu parce qu'elle s'était cassée. Il a dit que ses parents ne lui achèteraient pas de nouvelles montures avant qu'il ne soit un peu plus grand. Donc nous devions nous débrouiller avec ça jusque-là. Je n'étais pas là quand il a disparu,
Mais certains des autres garçons ont dit que ça s'est passé comme ça. Lui et quelques autres garçons marchèrent de retour chez eux depuis l'école quand ils ont vu un homme étrange parmi les buissons. Personne n'y a beaucoup réfléchi à ce moment-là, et ils ont continué à marcher. Ils sont sortis dans l'allée, mais ensuite Grégoire a dû tourner tandis que les deux autres continuaient tout droit. C'était la dernière fois que quelqu'un l'a vu. C'était comme s'il avait disparu sans laisser de traces. La seule piste que nous avions était l'homme dans les bois, mais nous ne savions même pas avec certitude s'il était impliqué. La police a cherché dans les bois et les environs pendant longtemps, mais n'a rien trouvé. Pendant de nombreux mois, notre quartier a été en quarantaine. Je ne pense pas qu'ils m'ont laissé sortir du champ de vision d'un adulte pendant au moins 6 mois. Cependant, la vie a finalement repris son cours. Avançons rapidement 4 ans plus tard. J'avais 16 ans et j'étais en 2e année de lycée. Notre lycée était dans un quartier différent qui était à environ 15 minutes en voiture. Cependant, je traînais toujours avec les mêmes garçons de mon école primaire. Mes meilleurs amis étaient Félix et Mathieu et les week-ends. Nous avions l'habitude de traîner dans le sous-sol de Mathieu et de jouer à des jeux vidéo. Parfois, nous nous promenions et essayions de trouver une fête ou simplement traînions au parc. Un après-midi, nous 3 sommes sortis avec nos vélos pour passer la journée. Il y avait quelques bois près de chez nous et aussi quelques champs agricoles si nous allions plus loin. Nous étions là depuis quelques heures et il était 1h de l'après-midi. Nous étions entourés de champs de colza de tous côtés. Il y avait un nouveau développement résidentiel au loin, mais à part ça, ce n'était que des champs. De temps en temps, nous voyions une vieille maison de ferme. Ceux-ci étaient des fermes à l'échelle industrielle, mais ils étaient autrefois de petites fermes familiales. Quand ils ont été vendus aux grandes compagnies, les maisons de ferme n'ont plus servi à rien, donc elles sont restées là en train de tomber en ruine. Nous étions déjà passés devant 3 ou 4 d'entre elles, mais après un moment, nous nous sommes ennuyés, et Félix a suggéré que nous en vérifions une. Mathieu et moi étions d'accord, même si nous pourrions avoir des ennuis. Toutes ces fermes appartenaient à une certaine compagnie, et ils pouvaient être assez fous en ce qui concerne l'intrusion. Je suppose que cela aurait l'air mal si des enfants entraient, et que le toit leur tombait dessus. Il y avait une grande ferme plus loin à droite, alors nous avons décidé d'y aller. Nous avons réalisé à quel point elle semblait ancienne. Le bardage était tout en panneaux de bois et toute trace de peinture avait disparu depuis longtemps. Le toit était en tuiles marron, et beaucoup d'entre elles manquaient, et celles qui restaient étaient enroulées. Les fenêtres étaient toutes clouées, et il y avait des panneaux d'avertissement partout, mais il n'y avait pas de clôture nous empêchant d'arriver. Il y avait un gros cadenas sur la porte d'entrée, et elle semblait assez sécurisée. Si nous allions entrer dans cet endroit, nous devrions trouver un autre moyen de le faire. Nous sommes allés vers l'arrière. Les fenêtres étaient également recouvertes de contreplaqué. Mais quand nous avons vu la porte arrière, nous avons pensé qu'il n'y avait peut-être aucun moyen d'entrer. Il y avait un autre gros cadenas là-bas et il semblait solide. Cet endroit était scellé comme les fesses d'un dauphin, et il semblait qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer. Mais ensuite Félix a regardé de plus près la porte arrière. La prochaine chose que je savais, c'est qu'elle s'est ouverte en grand. J'ai été surpris et j'ai marché vers mon ami qui tenait le cadenas dans sa main. Il était coupé. Pensant que c'était notre jour de chance, nous 3 sommes entrés dans la maison. La cuisine était à l'arrière de la maison et il semblait que nous avions reculé dans le temps. Tout là-bas était des années 70 ou 80. Il y avait même une tasse de café sur la table de la cuisine. Il y avait une épaisse couche de poussière qui recouvrait tout et nous laissions des empreintes sur le sol en marchant. Mathieu et moi sommes entrés dans le salon, mais Félix s'est séparé et est parti dans l'autre direction, où j'ai appris plus tard qu'il y avait une chambre à coucher. Il faisait sombre dans le salon, et la seule raison pour laquelle nous pouvions voir était par le petit espace entre le cadre de la fenêtre et le contreplaqué qui la recouvrait. Mathieu et moi sommes restés là à parler doucement entre nous. C'était un endroit effrayant, mais aucun de nous n'avait peur à ce moment-là. Soudain, Félix nous a appelés avec urgence. Nous avons marché dans la direction de sa voix et l'avons trouvé dans l'une des chambres au rez-de-chaussée. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Félix n'a pas répondu, mais il a pointé du doigt le sol. Là, posées sur le sol, il y avait des lunettes cassées au milieu et réparées avec un morceau de ruban adhésif. Dès que je les ai vues, j'ai su à quoi pensait Félix, parce que c'est ce à quoi je pensais aussi. Nos esprits se sont tous tournés vers Grégoire. Aucun de nous n'a touché à rien dans cet endroit après avoir vu ça. Nous sommes sortis silencieusement par la porte arrière de la maison et l'avons laissé comme nous l'avons trouvé, autant que possible.
Nous avons sauté sur nos vélos et sommes rentrés chez nous, déterminés à découvrir si les lunettes appartenaient vraiment à Grégoire. En roulant, j'ai remarqué à quel point il était étrange que le cadenas de la porte arrière ait été cassé. Cela devait signifier que quelqu'un était entré à un moment donné. Est-ce que ça aurait pu être Grégoire? J'ai dit à mes parents ce que nous avions trouvé dès que je suis rentré à la maison. Ils ont pensé que j'inventais des choses, mais ils ont accepté d'appeler la police de toute façon. Je leur ai dit dans quelle maison c'était, mais ils ne m'ont pas permis d'aller aider. Il s'est écoulé quelques jours avant que je sache ce qui s'était passé. Lorsque la police a fouillé l'endroit, en plus des lunettes, ils ont également trouvé une veste appartenant à Grégoire. Cela l'a confirmé, il était là. Ce fut la première piste dans l'affaire de sa disparition depuis des années. Bien que la maison et les environs aient été fouillés pendant plusieurs jours, aucune trace de son corps n'a jamais été retrouvée. Je pense toujours à lui parfois, surtout lorsque je passe devant l'une de ces maisons effrayantes. Normalement, nous faisons beaucoup de randonnées et parfois j'aime juste conduire quelque part et aller me promener dans la forêt. Habituellement, je marche juste jusqu'à un certain point, puis je reviens. Mais ce soir, j'ai décidé de parcourir tout le sentier. Ce sentier spécifique part d'un centre d'accueil au sommet d'une colline, puis descend la colline jusqu'au sentier qui longe une ancienne voie ferrée abandonnée qui servait autrefois à montrer des vers luisants, qui n'est maintenant plus qu'un tas de ferrailles rouillées. J'ai décidé de marcher sur ce sentier. Il était environ 4h30 de l'après-midi et commençait à faire un peu sombre. J'ai pensé que j'explorerais un peu et puis je retournerais à ma voiture. À environ 200 mètres de la gare principale, il y avait un vieux tunnel utilisé par le train. Ce tunnel avait été abandonné depuis 3 ans à ce moment-là. Là, je suis allé vers le tunnel avec ma petite lampe de poche. Ce tunnel ne pouvait pas faire plus de 500 mètres de long. Alors que je marchais, par-dessus le son de mes pas mouillés frappant le sol, je jure que je pouvais entendre quelqu'un me suivre et respirer sur moi. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. Je me suis arrêté net et j'ai tourné avec ma lampe de poche. Il n'y avait rien, juste une petite boule de lumière depuis l'ouverture du tunnel. J'ai recommencé à marcher et le sentiment est revenu. Puis par-dessus ma propre respiration et le bruit de mes pas, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un murmure menaçant. « Sors, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois », j'ai pensé. J'ai senti mon grand corps courir dans le petit tunnel conçu pour un minuscule train, et j'ai entendu les pas derrière moi. La lumière de l'entrée du tunnel devenait de plus en plus grande. J'ai senti la sécurité de la lumière du jour au-dessus de moi, puis j'ai trébuché et je suis tombé sur le ventre alors que j'étais encore dans le tunnel. Quand je l'ai fait, j'ai senti cette présence près de moi. J'ai essayé de me relever mais mon épaule me faisait atrocement mal. Mes jambes avaient décidé qu'elles ne voulaient plus fonctionner. Finalement, je me suis levé, mais j'étais couvert de boue sur le devant. J'ai finalement atteint la sécurité de la lumière du jour. En marchant le long de la voie ferrée en ayant l'air d'un horrible figurant de The Walking Dead, je suis arrivé à la petite gare et j'ai réussi à m'asseoir sur l'un des bancs qui s'y trouvaient. J'essayais d'étirer mon bras pour qu'il ne me fasse plus mal. Ensuite, alors que j'étirais mes jambes, j'ai regardé vers le haut à ma gauche et debout sur le quai. Il y avait un type habillé en salopette marron et une chemise blanche, l'air sale et ébouriffé. Je te jure, je suis un grand gaillard, mais je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Maintenant, je suis assis dans ma voiture en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et au cas où quelqu'un se poserait la question, oui, je peux prendre des photos de cet endroit, et ce n'est pas difficile d'y accéder, mais je n'y retournerai que si c'est nécessaire.